Bonjour à toutes et tous. On va laisser les dernières personnes s'asseoir. Je suis Julien Monge, vice-président de l'ISNAR IMG et interne à Amiens. La défense du droit des internes est et sera toujours d'actualité. Ce sujet est souvent au centre de nos échanges syndicaux et c'est également une préoccupation centrale pour nous, internes. Il est donc naturel que cette année encore, les questions relatives à notre temps de travail soient à l'ordre du jour de notre congrès. Ce temps de travail est encadré par des textes réglementaires. Pour commencer, posons donc les bases sur ce que définit cette réglementation. Nos obligations de service sont de 8 demi-journées en stage, garde comprise, et 2 demi-journées hors stage par semaine. Ces demi-journées sont lissées en moyenne sur les trimestres. Les 2 demi-journées hors stage comprennent une première demi-journée hebdomadaire de formation sous la responsabilité du DMG. Concrètement, ce sont les enseignements facultaires, les groupes d'échange de pairs, de pratiques, et parfois même pour certains DMG, la présence au congrès. La deuxième demi-journée hebdomadaire hors stage est consacrée au temps de travail personnel, en autonomie, pour réaliser nos travaux universitaires, les travaux de thèse, DU, etc. Il n'y a aucun compte à rendre, ni à nos responsables de stage, ni au DMG sur le contenu de cette demi-journée. Par conséquent, si vous avez besoin de ce temps pour vous reposer, vous en avez également la possibilité. Ce décompte en demi-journée est complété d'un maximum horaire de 48 heures hebdomadaires en moyenne, toujours lissé sur le trimestre. Notez tout de même que la demi-journée de travail personnel que nous avons évoquée n'est pas décomptée dans ce maximum de 48 heures. Cependant, si ce temps de travail est encadré dans les textes, la réalité de leur application est souvent bien différente. En 2023, une nouvelle enquête sur le temps de travail des internes, que nous avons menée conjointement avec l'ISNI, l'Intersyndicale nationale des internes, la FNIC-PBM, la Fédération nationale des syndicats d'internes de pharmacie et de biologie médicale, et le SNIO, le syndicat national des internes en odontologie, est venue actualiser nos données sur le sujet. Les résultats viennent de paraître ce matin dans notre dossier de presse, disponible sur le site internet de l'ISNAR IMG, et je vais maintenant pouvoir vous les présenter en exclusivité. Cette enquête 2023 a été complétée par 2277 internes, et une fois de plus, le constat est affligeant. Elle nous montre que 80% des internes dépassent toujours le maximum légal de temps de travail, qui, comme je vous le disais, est fixé à 48 heures hebdomadaires, lissées en moyenne sur le trimestre. La moyenne s'établit à 59 heures par semaine, avec un ou une interne sur 10 qui déclare même dépasser les 80 heures par semaine. Pour anecdote, il y a 10 ans déjà, la Commission européenne mettait en demeure la France pour non-respect de ces 48 heures hebdomadaires. Malgré cela, vous pouvez constater, avec ces derniers résultats, que la situation n'a pas évolué. Pourtant, l'alerte a été sonnée à de multiples reprises par les syndicats d'internes. Pour rappel, en février 2019, un état des lieux réalisé par l'ISNAR IMG sur les conditions de travail des internes de médecine générale montrait déjà qu'un interne sur 2 dépassait ce temps de travail hebdomadaire réglementaire. En 2020, pour l'enquête temps de travail réalisée par l'ISNI, cette moyenne était de 58 heures par semaine. Plus de 70% des internes sondés travaillaient plus que le maximum légal des 48 heures hebdomadaires. Enfin, en 2021, une enquête indépendante, réalisée à la demande du ministère de la Santé, révélait que la moyenne d'heures travaillées hebdomadaires était de plus de 51 heures et que 70% des internes sondés dépassaient les 48 heures. En somme, vous l'avez compris, les dernières données concordent et renforcent les précédentes. La réglementation relative à notre temps de travail n'est toujours pas respectée. Pire, ces dernières enquêtes nous montrent même que la tendance est à la régression. Derrière ces chiffres généraux, nous distinguons tout de même 3 grands groupes d'internes en fonction des spécialités. Ainsi,
Concernant les spécialités chirurgicales, ce temps de travail est en moyenne porté à 75 heures par semaine. Les internes de médecine générale déclarent en moyenne 50 heures hebdomadaires. Quant aux internes des autres spécialités médicales, neurologie, rhumatologie, cardiologie, etc., leur moyenne hebdomadaire est de 58 heures. Abordons maintenant la question des repos de sécurité. En 2002, après un mouvement de grève sans précédent, le droit au repos de sécurité est officiellement reconnu aux internes. Celui-ci est de 11 heures et commence immédiatement à la fin de chaque travail de nuit, que ce soit une garde, une demi-garde ou le dernier déplacement d'une astreinte de nuit. Il nous interdit toute activité clinique ou universitaire. Un interne ne peut donc être ni en stage, ni en cours lors de cette période. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais toute période de travail au-delà de 21 heures doit être considérée comme du travail de nuit. Ainsi, tout travail réalisé après 21 heures est du travail de nuit et doit donc bénéficier des droits qui en découlent. Une rémunération particulière et un repos de sécurité lorsque ce travail prend fin. L'interne qui travaille sur une période allant de 18h30 à minuit réalise donc une demi-garde qui doit être rémunérée comme telle et sera en repos de sécurité de minuit à 11h le lendemain matin. Celui ou celle qui réalise un travail jusqu'à 22h réalise également une demi-garde et doit bénéficier d'un repos de sécurité jusqu'à 9h le lendemain matin. La réglementation prévoit également que les internes ne puissent plus travailler plus de 24 heures consécutives. Toutefois, suivant le type de travail de nuit, le respect de ce repos de sécurité est très inégal. En 2023, ce repos semble désormais acquis pour la plupart des gardes, puisque 84% des internes déclarent en bénéficier systématiquement. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une demi-garde de nuit, ce chiffre chute à 43% des internes, il dégringole même à seulement 25% après le dernier déplacement d'une astreinte de nuit. Cela illustre que la pénibilité induite par ces demi-gardes et astreintes de nuit n'est pas encore suffisamment reconnue dans nos stages. Nous allons maintenant aborder la dernière partie des résultats de l'enquête qui traite des repos compensateurs. C'est une notion largement méconnue, à la fois de nos directions et responsables de stage, mais aussi de nous-mêmes internes. On va donc prendre le temps de l'aborder ensemble. Cette notion a été introduite en 2015. Elle sert à récupérer tout dépassement de notre temps de travail, afin qu'au terme de chaque trimestre, celui-ci n'excède pas les 8 demi-journées en stage. Hebdomadaire, pardon. Une journée de repos compensateur s'apparente donc à la journée de RTT dans le droit privé. Pour garantir cet équilibre et consacrer ces demi-journées de récupération, sont établis des tableaux de service nominatifs prévisionnels. Nominatifs car ces tableaux sont personnels à chaque interne, et prévisionnels car ils doivent être établis avant le début du trimestre pour permettre d'anticiper ces dépassements du temps de travail et de prévoir avec nos responsables de stage les journées de récupération. Ces tableaux sont obligatoires depuis 2015. Le calculateur de tableau de service qui s'affiche est d'ailleurs disponible sur notre site internet, alors n'hésitez pas à en profiter. J'espère que ces quelques explications étaient assez claires. On va pouvoir revenir à notre enquête. Celle-ci nous révèle que ces tableaux de service prévisionnels, garants du respect de notre temps de travail, ne sont mis en place que dans 44% des cas. Le graphique qui s'affiche présente les réponses à la question suivante. Au sein de votre stage, existe-t-il un système de repos compensateur? Les résultats sont encore une fois frappants, puisque seulement 29% des internes déclarent en bénéficier. Ainsi, chaque journée surnuméraire ou garde, par exemple les week-ends, qui viennent s'ajouter aux obligations de service habituelles, ne font pas l'objet d'un temps de récupération. Une fois de plus, les résultats semblent concorder avec les enquêtes passées, car dans le même registre, l'enquête de 2021 révélait déjà que 65% des internes avaient rarement ou jamais la possibilité d'effectuer moins de demi-journées les semaines suivantes pour équilibrer leur temps de travail. Bien qu'il ait pu être reproché aux précédentes enquêtes de 2020 et 2021 leur période de réalisation, aujourd'hui notre enquête s'affranchit du facteur confondant qu'a pu être la pandémie de la Covid-19.
Il faut se rendre à l'évidence, crise sanitaire ou non, les hôpitaux mettent les internes en situation de dépassement de leur temps de travail. Il va nous falloir poursuivre notre combat pour faire appliquer nos droits, et plus encore, notre combat pour en conquérir de nouveau, à l'instar de nos prédécesseurs en 2002 avec le repos de sécurité. L'ISNAR-IMG est force de proposition, et nous pensons que le prochain droit à conquérir est la fin de l'obligation à travailler 24 heures consécutives. Pourquoi ? Vous êtes déjà convaincus, mais je vais quand même vous dire pourquoi. Tout d'abord, parce que c'est dangereux pour les patientes et patients. En effet, plusieurs études ont montré la recrudescence d'erreurs médicales graves dans les dernières heures de ces gardes de 24 heures. Mais aussi parce que c'est dangereux pour nous internes, et même plus largement pour les médecins. Que ce soit à court terme via la hausse des accidents de la route, ou à moyen long terme avec une augmentation des risques psychosociaux, c'est-à-dire des dépressions ou d'idées suicidaires par exemple, mais aussi une majoration des risques cardiovasculaires. Nous demandons donc à ne plus être mis dans l'obligation de travailler plus de 18 heures consécutives et que soit accordée à l'interne la possibilité d'une demi-journée de repos pré-garde à prendre soit le matin, soit l'après-midi de la journée précédant la dite garde. Je vous invite à retrouver toutes nos autres revendications sur notre site internet. Nous allons passer maintenant à un temps d'échange avec l'audience. Des micros vont circuler dans la salle pour celles et ceux qui veulent poser des questions. Pour répondre à vos questions relatives à l'enquête, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par les 4 des présidents et présidentes des structures impliquées. Donc Guillaume Bailly, président de l'ISNI et interne de cardiologie. Vous pouvez l'applaudir. Floris Hullereau, présidente de l'ISNAR-IMG, que beaucoup d'entre vous commencent à connaître depuis hier. Ainsi que les coprésidents de la FNSI-PBM, Florian Géry et Antoine Soula, internes de pharmacie et de biologie médicale. Pour ce qui relèvera des questions sur la réglementation du temps de travail, de manière plus générale, je me tiens également disponible pour répondre à vos questions. À vous la parole. Là, bonjour, je suis Christina, je suis une interne en 3e année de médecine générale à Poitiers. Alors, ça n'a pas été le cas pour moi, heureusement, mais à un moment, il y a eu, dans un service de gynécologie, une notion de pénurie de médecins et des discussions dans le service sur le maintien de la ligne de garde. Et au terme de nombreuses discussions, heureusement, la situation s'est bien arrangée, mais il y avait une menace qu'il y aurait un interne. Alors, en l'occurrence, on n'était que des internes de médecine générale dans le service de gynécologie, il n'y avait pas d'interne de spécialité, que l'interne soit présent la nuit et qu'il n'y ait pas de médecin de garde sur place et qu'il n'y ait qu'un médecin d'astreinte qui puisse être contacté. Alors, un médecin, pas forcément en plus un médecin qui travaille dans le service le reste de la semaine, mais même un médecin qui était dans un hôpital périphérique à côté, qui soit disponible. Je pense que c'est pas très légal, pas très safe de faire ce genre de choses. J'ai une coloc qui est en pédiatrie qui fait face exactement à la même situation, et si je ne m'abuse, par contre ça s'est déjà mis en place, que c'est des internes de médecine générale en pédiatrie aux urgences qui sont présents et qui font appel à des médecins d'astreinte. Quelle est la légalité là-dedans? Il y a un parallèle aussi à faire avec quand on fait des gardes intérieures dans des hôpitaux. Je sais que ça se fait d'appeler des médecins de spécialité. Ça avait été mentionné l'année dernière au congrès que vous vouliez abolir ça, en tout cas pour les internes de médecine générale, peut-être pas pour ceux de spé, bon, c'était peut-être le level supérieur. Donc je voulais savoir où est-ce qu'on en était. Alors, merci pour ton retour. Ça va pouvoir me permettre de rebondir sur 2 choses.
La première, un travail est en cours avec le ministère justement sur une nouvelle instruction qui encadrerait du coup notre temps de travail. La dernière date de 2016 et justement c'est déjà présent dans la réglementation, mais la réglementation est stricte sur ce point. Il faut 6 internes pour chaque ligne de garde. Il n'y a pas de ligne de garde tant qu'il n'y a pas 6 internes. Et si cette ligne de garde n'est pas complétée par 6 internes, cette ligne de garde doit être complétée par des médecins. C'est la réglementation. C'est la première chose. Et la deuxième, j'ai envie de te dire, à chaque situation locale, réponse locale. Donc je t'encourage, et je vous encourage tous, si vous avez des problèmes au local, à aller voir vos syndicats locaux, qui sont les plus à même à répondre à vos problématiques en stage. Et on sera toujours là en appui au national pour les accompagner, pour vous accompagner. On est d'ailleurs joignable à contact@isnar-img.com. Dans tous les cas, les textes sont clairs là-dessus. Encore une fois, l'interne réalise son activité sous supervision d'un responsable. S'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas d'interne en stage. Donc, pas d'interne sur la ligne. On ferme la ligne de garde. On va prendre une autre question. N'hésitez pas à poser des questions à nos invités aussi sur l'enquête. Bonjour, je suis Sarah, je suis interne de médecine générale en 5e semestre à Poitiers également. Dans le même, on parlait tout à l'heure des tableaux de service qui ne sont pas forcément bien mis en place ou utilisés. Moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a des idées au niveau national sur un système plus de badgeage en fait, parce que souvent les tableaux de service ça compte entre guillemets des demi-journées de 14 à 18 heures, mais très fréquemment il y a des internes qui ne sont pas censés être de garde, qui restent jusque 19, 20, 21, 22 heures à l'hôpital, 23 des fois, régulièrement, et c'est un temps qui n'est pas pris en compte. Je me demandais s'il y avait des idées sur ce côté-là. Merci. Merci à toi. Déjà de dire que les tableaux de service sont peu respectés, c'est un euphémisme, du coup ils sont très très peu respectés. Et ensuite par rapport à la question du décompte horaire, effectivement c'était une des questions qui était abordée dans l'étude. Elle ne permet pas de tirer des conclusions, seulement de réaliser une observation par rapport aux volontés des internes. Et peut-être sur ce point je peux laisser parler un de nos intervenants, de nos invités. Alors, bonjour à tous. À mon tour, je vous remercie pour l'invitation. Donc, c'est une question qui est très importante. En fait, il y a 2 situations où on constate qu'il y a une espèce de glissement et du travail un petit peu insidieux. C'est typiquement exactement ce que tu as pointé, à savoir les internes qui sont encore en médecine interne, par exemple en salle, jusqu'à 20h, 21h, que nous on croise en garde d'intérieur ou en garde de spécialistes, d'une part. Et puis, il y a l'histoire du repos de garde également, où ton repos de garde, tu es censé le prendre vers 8h, 9h en gros. Et puis, en fait, tu restes et tu restes jusqu'à 11h finalement. Donc il y a toute une part de temps de travail un petit peu insidieux qui n'est pas décompté. Et aujourd'hui, on se pose la question de quel est le mode de décompte idéal. Alors, je pense que tu l'as très bien dit, on n'a pas de conclusion, on n'a pas de solution magique à vous apporter. Aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner de plus en plus, on ne peut pas trop vous en dire plus parce qu'on est un petit peu dans le secret avec les médiations et les CHU, on part plutôt sur du décompte avec des logiciels qui font du bornage horaire. Voilà. Donc c'est des solutions qui, pour l'instant, commencent à pointer le bout de leur nez et qui permettent de s'intéresser aussi à ce petit travail insidieux puisque c'est des demi-journées avec du bornage horaire. Et quand vous faites le décompte, tu vois, ça va très vite. Hein. Tu fais 2 heures, 3 heures le lundi en plus. Alors on va dire que le mardi, tu respectes ton temps de travail. Mercredi, c'est plus le cas. Jeudi, c'est plus le cas. Très rapidement, tu fais 2 semaines en une. Et tu es payé en fait une seule semaine sur les 2. Alors, nous, on a cette problématique en plus qui est poussée à l'extrême avec les chirurgiens. C'est les grands champions, les chirurgiens, qui font allègrement du 100-110 heures par semaine. Vous avez vu les chiffres. En fait, il y a un élément qui est très concret. On a tous dans cette salle une vocation. Et c'est à la fois notre plus bel allié puis notre pire ennemi. C'est notre plus bel allié parce que c'est ce qui fait l'humanité de la médecine et ce qu'on porte quotidiennement. Mais c'est notre pire ennemi parce que c'est aussi celle qui va nous mettre certains carcans et qu'on va, en quelque sorte, se sentir obligé de rester de manière supplémentaire
parce qu'on ne peut pas abandonner notre patient. Le patient qui part en torche à 18h, moi je suis cardiologue, à 18h il y a un interne de garde qui prend ma relève, de manière instinctive et naturelle, je vais rester une heure de plus parce que je vais me sentir un peu coupable. En me disant, si mon patient a fait son choc cardiogénique à 17h50, c'est peut-être parce que en fait, je n'avais pas checké la calémie une heure avant, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais de manière instinctive, ça va me pousser à le faire. Et donc c'est super intéressant ce que tu pointes du doigt, parce que ça passe un petit peu sur les satellites, sur les radars, et ça fait appel à des outils qu'on est en train de développer conjointement avec les 3 syndicats, les 4 avec le SNIO, pour essayer de s'intéresser à tout ce temps travaillé et non perçu. Et je vais même peut-être compléter ce que vient de dire Guillaume. Il y a une autre proposition qui a été faite, c'est le bornage horaire dans les règlements intérieurs des CH et des CHU des demi-journées. Si on arrive à, par exemple, décompter une demi-journée pour chaque plage de 5h20 entamée, finalement, si vous faites 16 heures sur une journée, ça permet d'alléger aussi le reste de la semaine. On prend une autre question. Oui. Quentin Verne, je suis interne à Bordeaux en 5e semestre. Je posais, pour revenir un peu sur ce qui a été dit juste avant, par rapport au bornage horaire et par rapport au fait de badger par exemple, ça reviendrait du coup peut-être à changer aussi nos statuts, j'imagine, parce que là actuellement on n'a pas on n'est pas réglé, enfin on n'est pas payé à l'heure. Et du coup, ça implique toute une autre modification quand même de notre statut à l'hôpital, parce que dans ce cas-là, si on commence à être payé à l'heure et qu'on fait des horaires aussi importants, on va vite se rendre compte qu'on est payé à 7 € de l'heure, quoi. Donc je sais pas trop comment on veut gérer ça. Florie ? Oui, non, mais c'est une très bonne remarque. De toute manière, le statut de l'interne, je pense qu'effectivement, il mériterait une réforme. Le fait qu'on soit payé au lance-pierre, on le sait tous, et ils n'ont surtout pas envie de le savoir. Donc, je pense qu'effectivement, ça va remettre en question le statut même de l'interne si un tel processus devait être mis à l'ordre du jour pour les internes. Mais de toute manière, la refonte du statut de l'interne, c'est quelque chose qu'on défend et qu'on essaiera de faire les choses pour que ça se passe le mieux possible. Si je peux compléter sur ça, je rejoins ça, effectivement. En fait, je pense qu'il faut vraiment... Bon, les deux sont liés, bien sûr, mais il faut distinguer les deux sujets. La question de la rémunération, on le sait tous. Par rapport au volume horaire, évidemment qu'il y a une grande question à se poser. Même si on a évolué, notamment sur les gardes, qui sont quand même mieux valorisés aujourd'hui, c'est toujours une autre question sur le salaire de base et sur ce qui se passe. Et je pense que la priorité dans ce qu'on défend communément, c'était d'objectiver le temps de travail. Il n'y a pas de mode idéal, on l'a dit, hein, on est toujours en discussion localement avec les médiations et avec les diverses mesures qu'on prend. Ils ont leurs avantages, leurs inconvénients, que ce soit la badgeuse, que ce soit le décompte horaire par demi-journée. On ne fait pas des mêmes horaires en fonction de nos spécialités, donc ça pose tout un tas de problématiques vraiment locales pour cibler au mieux et au plus juste. Mais notre premier combat, c'est effectivement d'avoir un relevé fiable de ce temps de travail et de protéger les internes. De protéger les internes sur les dépassements d'horaires de manière continue et de réussir à faire ça. Et Guillaume l'a dit, l'exemple le plus criant, effectivement, c'est la chirurgie, où c'est clair et net, voilà, on n'a pas de débat, mais pour autant, on n'arrive pas forcément à l'objectiver de manière concrète auprès de nos acteurs. Et c'est tout le travail. Je rejoins totalement ce que tu dis, Antoine, c'est que là, le fait de mettre un décompte du temps de travail, l'objectif n'est pas la rémunération. Certes, on doit revaloriser notre rémunération, mais là, c'est vraiment protéger les internes et dire, stop, il a travaillé 48 heures dans sa semaine, il arrête de travailler. C'est pas tant pour prouver qu'on est mal payé ou ce genre de choses. Là, ce serait vraiment pour respecter le temps de travail si on met quelque chose en place. Et puis, secondairement, la revalorisation arrivera. Et puis, je prends juste la suite. Et puis, en complémentarité, il n'y a pas uniquement le temps de travail, il y a aussi les demi-journées respectées. Donc, actuellement, une bonne partie, on n'a pas les données qui sont sorties, mais une bonne partie des demi-journées de formation ne sont pas respectées dans les différents DES. Et on ne peut pas uniquement se baser sur un temps de travail à l'heure, mais aussi à la demi-journée. Il ne faut quand même pas oublier cette notion-là qui est importante dans notre statut.
Et puis pour être toujours dans la complémentarité, en fait, il y a un élément super intéressant, c'est de se dire, il y a cette notion de travail quantitative, purement, c'est-à-dire vous faites X heures par semaine, et il y a un élément qu'on a voulu pousser dans l'enquête, c'est la notion de travail qualitative. Aujourd'hui, on a un métier, la médecine et la santé de manière générale en crise, et quand vous parlez un petit peu avec les plus jeunes, il y a les externes qui sont dans la salle, moi je parle un peu très souvent avec eux en garde, et puis ils se retrouvent moins dans ce métier. Et c'est marrant de se dire qu'ils partent sur la ligne d'arrivée avec ils se projettent moins dans ce métier. Et quand on regarde un petit peu leur demi-journée, qu'est-ce qu'ils font les externes globalement? Beaucoup d'administratifs. Et puis, en fait, c'est une chaîne de glissement de tâches. L'externe est au bout. Mais là, il y a vous, il y a l'interne. Et l'interne, qu'est-ce qu'il fait de sa journée? L'enquête, elle montre qu'il fait environ 40% de tâches administratives. Quand je dis administratif, c'est extra-médical, puisqu'administratif, les santé publiques font que l'administratif, donc il n'y a rien de péjoratif là-dedans. En tout cas, quelque chose qui va être ressenti comme l'interne, comme étant non de sa prérogative, non de son activité, non de son travail. Et ça, fondamentalement, c'est ce qui fait qu'un nombre non négligeable de jeunes internes dont on fait partie, ne se retrouvent plus dans ce métier. Donc il faut faire évoluer cette notion de temps de travail, 48 heures ou pas. En tout cas, il faut aussi s'intéresser à comment on travaille. Il faut mieux ou plus ou moins travailler. Ça, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut mieux travailler. Ça, c'est sûr. Il faut retrouver du temps pour nos patients. Il faut mettre en place des outils comme l'intelligence artificielle. Il y a plein d'éléments qui peuvent faciliter notre quotidien et qui fait qu'on retrouve cette essence même de ce pourquoi on s'est engagé en P1 et corps et âme. Et là, je vois... Je suis un peu bavard, désolé. Nous allons devoir clôturer ce temps d'échange. Du coup, merci pour vos retours. Merci à nos invités. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de poser vos questions, et si vous rencontrez des problèmes plus généralement en stage, vous pouvez aussi nous contacter, comme je le disais, à contact@snar-img.com. On répond à toutes les questions. Et nous allons passer à la table ronde. Y a-t-il une bonne relation médecin-patient, présentée par Eva Pizot? Merci.